Bienvenue dans Autour de la com, le podcast qui parle de communication au sens large. On est Katia et Jordan de l'agence créative Studiosaurus. Et notre but, c'est de dévoiler les secrets du mot communiquer. Aujourd'hui, nous sommes avec Laurence Pierglas. Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce nouvel épisode du podcast Autour de la com. Bonjour Laurent. Merci, bonjour à vous. Laurent, tu es directeur commercial externalisé pour Bras Droit des Dirigeants, une franchise que tu as rejoint après des années d'expérience pendant lesquelles tu as aidé des compagnies étrangères à construire des équipes, créer des processus de vente et de stratégies commerciales adaptés aux marchés locaux. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots en quoi consiste ton métier ? Absolument. En fait, l'idée, elle est toute simple. Là, j'ai rejoint une franchise qui existe depuis maintenant 13 ou 14 ans. Et en fait, l'idée, c'est d'aider les TPE, PME, ETI à pouvoir se structurer commercialement, mais d'un point de vue opérationnel. Donc, contrairement à un centre de formation ou de coaching, l'idée, c'est de pouvoir aider le dirigeant, en l'occurrence, à devenir plus performant sur sa partie chiffre, encadrer ses commerciaux, aller sur le terrain, de manière plus structurée. Voilà, donc c'est vrai que ça fait des petites rallonges, le côté externalisé à temps partagé, mais par rapport à l'activité commerciale des petites boîtes ou moyennes boîtes, en fait, c'est pas utile d'être là tous les jours. Donc, en fait, sous forme de service, on vient accompagner ces dirigeants-là de manière externalisée, parce que je ne suis pas employé, d'accord, et à temps partagé, parce que j'interviens à un rythme qui va en adéquation avec les attentes de l'entreprise. À quel moment tu t'es dit « Ok, c'est ça qui me motive, c'est comme ça que j'ai envie d'aider les dirigeants ». Est-ce que tu as eu un déclic, genre je veux devenir commercial externalisé ou comment ça s'est passé ? C'est directeur commercial externalisé. Directeur, pardon. Déjà, mais en fait, non, je te taquine. En fait, c'est venu comment ? C'est venu par, en fait, j'ai capitalisé pendant plus de 15 ans avec des boîtes américaines sur le marché français, où je me suis vraiment éclaté à démarrer de forme scratch, en fait, tout le développement de la boîte. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, mais attends, mais il y a quand même pas mal de petites boîtes autour de moi que je connais pas, qui, eux, pourraient très bien se structurer comme des grandes, pas forcément à rougir d'être 10 ou 15 personnes pour se développer. Et donc, je me suis dit, voilà, c'est en toute modestie, je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire profiter de mon économie locale de ce type d'activité-là, en leur apportant tout ce qui leur manque, en fait, sans avoir à plomber le budget d'un point de vue commercial. Comment ça commence le travail avec une entreprise ? C'est quoi la première étape par laquelle tu passes, par exemple ? Déjà, j'essaie de comprendre en fait d'où on vient. D'accord ? C'est-à-dire qu'il faut que je mesure un petit peu ce qui se passe dans l'entreprise. Entre ce que me dit le dirigeant et puis ce que donnent les chiffres en termes d'activité commerciale, j'ai besoin d'un petit peu de me situer. Donc la première chose, c'est une sorte d'audit commercial pour savoir exactement d'où on part. Parce que c'est difficile de savoir où on va si je ne sais pas où sont les points, les axes d'amélioration. Est-ce que, suite à cet audit, est-ce qu'il y a des fois où tu te dis ça va peut-être être chaud par rapport aux objectifs ou c'est toujours réalisable ? Non, alors c'est rarement dû aux chiffres, c'est plutôt à l'ambition du dirigeant. C'est plutôt ce que veut faire le dirigeant. Si le dirigeant il veut se dégager du commerce, mais ne met pas les moyens ou du moins de stratégie vraiment claire et nette sur son entreprise, je ne pourrais pas l'aider. Donc c'est plus une réflexion que doit avoir le dirigeant en amont que les résultats. Les résultats, on s'engage quand même, nous, sur une amélioration des revenus, en général, entre 3 et 6 mois maximum. Donc ça, c'est à peu près la moyenne. Ok. Et quand tu vois que le dirigeant il est peut-être un peu réticent à mettre les moyens justement pour se développer, est-ce que tu accompagnes aussi à ce niveau-là le dirigeant à peut-être changer un peu son mindset ou à s'ouvrir sur des nouvelles perspectives ou... En fait, le mindset est déjà changé quand il me contacte parce qu'il a déjà un petit peu compris l'idée, il a besoin d'aide. Alors après, il faut lui expliquer le concept d'une direction commerciale externalisée, c'est pas toujours évident, mais une fois qu'il a compris et qu'il adhère en fait au concept, il va forcément s'ouvrir et me voir comme un partenaire. Donc dans ces cas-là, j'ai moins besoin de travailler gérer l'état d'esprit du dirigeant. Après, c'est ce que je vais lui demander derrière qui peut être lourd, des fois, parce qu'il faut se structurer. Quand on a géré sa boîte 15 ans tout seul, c'est pas toujours évident de sortir un peu de sa zone de confort. Donc ça, c'est vrai qu'il est un peu challengé là-dessus. Mais quand il a compris et qu'il accepte d'être aidé, ça se passe très très bien. Oui, on imagine que de toute façon, tu es là pour l'aider. Tu n'es pas là, même si des fois, ce que tu dis, ça peut être peut-être déstabilisant. Au final, tu veux que son bien. Absolument. Moi, si je suis content de voir qu'il gagne de l'argent. Donc si tout le monde en gagne, c'est bien. C'est ça le but. Oui. Ça peut aider. Oui, il paraît. Ça a été quoi ton plus gros challenge ? Le plus gros challenge, c'est, avec Bras Droit des Dirigeants, c'est d'arriver à étendre l'entreprise, passant de 1 à 10 personnes. Ok. En très peu de temps.
Et ça, c'est souvent un très gros challenge parce que, encore une fois, des fois, on a des pensées limitantes en tant que chef d'entreprise tout seul ou avec une personne ou deux. Et on ne s'imagine pas tripler son chiffre d'affaires dans les 2 ans ou 3 ans parce que on se limite intellectuellement ce genre d'évolution, alors que pas du tout. Nos amis anglo-saxons, dès le premier jour, s'imaginent déjà être 40 personnes très rapidement. Donc le plus beau challenge que j'ai eu à ce niveau-là, c'est de changer d'état d'esprit et puis se retrouver avec un dirigeant qui vous appelle pour vous dire « Bon, allez, c'est bon, j'ai les sous, on y va, bâtissons l'équipe de demain. » quoi. Est-ce que, là tu parlais des États-Unis, est-ce que tu penses que c'est culturel un mindset comme ça, de justement se mettre des limites ou pas nécessairement? Oui, c'est propre. En France, on a plein de belles choses, plein de beaux pays, plein de bon état d'esprit sur plein de sujets. Par contre, dans le commerce, déjà, on n'aime pas partager nos réussites. Et surtout, on veut toujours démarrer doucement parce qu'on est petit, parce que ci, parce que ça. Et c'est ce qui nous fait ralentir par rapport à d'autres pays où ils mettent tout, ils réfléchissent bien en amont. Et quand ils décident d'y aller, ils y vont. Donc, c'est vraiment l'état d'esprit. Oui, de toute façon, tu nous as dit que tu avais travaillé avec des Américains, mais est-ce que tu as travaillé avec d'autres pays, d'autres cultures? Principalement américaines, avec une forte dépendance avec l'Angleterre, forcément, parce que c'est plus facile en tant qu'anglo-saxon de parler entre eux. Après, des Israéliens aussi, Israéliens et Allemands, donc, principalement, mais l'impulsion venait quand même d'entreprises américaines. Okay. Parce que ce soit des Allemands ou des Israéliens, le fondateur ou le dirigeant était un Américain. Donc, et à chaque fois, est-ce que tu remarques des différences culturelles au niveau de comment ils perçoivent leur business et leur entreprise et le développement de celle-ci? Oui, il y a des grosses différences. Ce qui est embêtant pour une entreprise étrangère, en l'occurrence anglo-saxonne, pour le marché français, c'est qu'ils veulent tous y aller, mais ils ne savent pas comment. Parce que nous, on est des Latins, on est un peuple qui sommes râleurs déjà, avec quelque chose qui marche le lundi, qui ne marche pas le mardi, oui le mercredi, mais non le jeudi. Et ça, c'est quelque chose pour un anglo-saxon qui est ingérable. Donc, ils ont l'appât du gain de développer leur business en France, qui est très attractif, parce qu'on a quand même des très grosses structures, avec un gros savoir-faire. Mais d'un autre côté, ils ont beaucoup de mal avec l'humain en France, et du coup, ils sont obligés ils sont contraints, c'est vraiment une contrainte pour eux, d'utiliser des ressources locales pour gérer leur business. Ce qui n'est pas le cas en Angleterre, où vous avez des Américains qui travaillent en Angleterre. Ça se passe très bien. Par contre, un Américain ne travaillera pas en France. Et oui, de toute façon, les différences culturelles. Nous, c'est vrai qu'avec Jordan, on a vécu 5 ans au Canada. Et même si on pense qu'on est très lié à l'Amérique du Nord ou à d'autres cultures, en fait, non, on est profondément français d'abord. Et après, on s'adapte. On apprend, nous aussi, à s'adapter à une autre culture. Mais il est évident qu'en termes... On râle beaucoup. Ah ouais, mais oui, on râle tout le temps. Et on est très connus pour ça, d'ailleurs. Hein. C'est ça. Les Français, en général, hein, pas nous. Ah oui, bah non, pas nous. Bah non. On râle beaucoup, on fait beaucoup la grève. Les Américains aiment bien la France, mais sans les Français. Oui, ils aiment bien notre gastronomie et tout ça. Mais du coup, tu étais considéré donc comme une ressource locale pour les Américains. Absolument. C'est joliment dit. Voilà, le couteau suisse, alors franco-suisse du coup, plutôt français d'ailleurs, pour ça, ouais, exactement. Parce que j'avais une compétence technique et commerciale. Et eux, ils disaient, c'est la personne qui, de toute façon, on va le cadrer sur la partie stratégie. Et puis une fois que ça marchera, on reprendra la main dessus, parce que c'est plutôt leur mode de fabrication. Et puis voilà, en attendant, c'est moi qui gérais tout depuis le début. Quel challenge et quel... Ouais, c'est sympa. C'est super sympa de partir de zéro avec plein d'argent, parce que en l'occurrence, c'est de l'argent, ils en ont. Donc, quand ils investissent ou ils veulent démarrer une activité, c'est souvent bien préparé financièrement. Donc, oui, c'est des gros chiffres qu'il faut utiliser. Donc, c'est cool. Mais j'imagine que plus le chiffre est gros et plus l'organisation est béton derrière. C'est ça. Enfin, ils attendent des résultats béton et puis ils mettront les moyens. Nous, on est, encore une fois, c'est notre façon de faire avec des points positifs et négatifs, mais nous, on va attendre des premiers résultats avant d'investir. Donc, on est très pragmatique. Là où l'Américain ne va pas du tout être comme ça. Il va dire, OK, il n'y a pas de problème, on va donner le chèque qui va bien, embaucher les gens qui vont bien, structurer. Par contre, on va attendre de la rigueur et des résultats. Donc, c'est totalement à l'inverse. Je pense qu'il y a du bon et du moins bon dans les deux. Par contre, je pense que pour les revenir à notre activité, enfin mon activité, les boîtes aujourd'hui ont plus besoin de s'orienter, à mon sens, au démarrage, vers un modèle américain. Parce que sinon, ils stagnent pendant 2-3 ans avec le même chiffre d'affaires. Ils tournent en rond, ils s'essoufflent. Alors qu'en démarrant dès le début avec une force de vente assez importante dans le commerce, on arrive tout de suite à se structurer. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que tu leur apportes quand tu commences à travailler avec une entreprise. Exactement. C'est de mettre en place une vraie politique commerciale pour que
Ce qui s'applique aux entreprises de 30, 40, 50 personnes puisse s'appliquer à des petites boîtes. Le commerce est universel, c'est pour ça que j'ai des clients de tous secteurs confondus. Et finalement, c'est ce que tu disais, c'est que peu importe la taille de l'entreprise, il y a rien qui empêche une petite boîte de se penser dans le futur, de se penser évoluer comme une grande boîte, quoi. Absolument, absolument. Et d'ailleurs, on voit dans l'informatique que ça s'accélère toujours beaucoup plus vite qu'ailleurs. Pourquoi ? Parce que souvent les éditeurs, même français, font rentrer des capital risqueurs, donc des gens qui vont miser de l'argent sur l'entreprise. Et à partir de ce moment-là, il y a des niveaux dans l'investissement. Et dès qu'ils franchissent un premier niveau, c'est-à-dire au bout de 3 semaines, 1 mois, il suffit d'avoir un ami, une entreprise qui va investir 1 million, 2 millions dans une entreprise. Tout de suite, ça y est, ça commence à embaucher. Donc automatiquement, on démultiplie les forces de vente. Et ce qu'une TPE, PME dans un autre secteur va timidement imaginer à atteindre, la boîte informatique aura fait ses résultats en 6 mois. Donc, c'est vraiment cette culture-là. Donc, souvent, les startups, ça vient de l'informatique, ça vient du logiciel. Donc, ça vient comme d'une forte empreinte américaine qui cultive un petit peu ce côté-là de développer avec des fonds d'investissement externes pour pouvoir tout de suite faire de la croissance. Ok. Mais on n'a pas besoin, à mon sens, d'être dans l'informatique pour faire ça. C'est super intéressant. Ouais. Mais c'est intéressant parce que, encore une fois, pour revenir à ce qu'on a vécu au Canada, dans la communication, quand une boîte se crée, tout de suite, le patron sait qu'il doit investir en communication. Ouais. C'est le premier truc qu'il fait. Avant même Enfin, il sait bien évidemment le produit qu'il va vendre, mais il sait qu'il a besoin de communication pour vendre. Alors qu'en France, on est vraiment ce que tu disais, on va voir, on va attendre. Et la communication, c'est de l'investissement. Donc, on va attendre de voir si ça marche, si ça marche pas. Mais comment on peut faire en sorte que ça marche si on ne communique pas ? Non, mais c'est ça. Moi, il y a un exemple qui est vraiment plus terre à terre, mais qui est exactement le reflet de ça. C'est que j'ai dû travailler peut-être une fois dans une boîte française, dans le logiciel, pareil. Quand j'ai travaillé dans cette boîte-là, en fait, quand tu arrives, il te faut un ordinateur, il te faut un téléphone, il te faut du matériel. Tout ce que j'ai eu, c'était du matériel de gens qui étaient partis, d'accord, du matériel d'occasion. Dans les boîtes américaines, ça n'existe pas. En fait, tu arrives, on te commande ton ordinateur, on te donne un budget pour acheter ton ordinateur, ton téléphone, tout ce dont tu as besoin, en fait, ton imprimante, from scratch. Donc, en fait, il n'y a pas de « je recycle le matériel des autres ». Donc, ça te donne un petit peu l'état d'esprit. C'est-à-dire qu'en fait, tu arrives, qu'est-ce qu'il te faut pour que tu réussisses ? Tu veux un ordinateur ? Pas de problème, tu achètes ton ordinateur. Il n'y a pas de « est-ce qu'on en a un truc en stock qui traîne pour filer ?» Non, ça n'existe pas. Donc, c'est vraiment un état d'esprit totalement différent où on va miser sur toi, on va être rigoureux. D'accord, c'est ce que moi j'ai appris pendant plus de 20 ans, à être rigoureux sur les process, tout ça. Mais si tu les appliques, ça marche. Après, faut savoir les accepter. Mais c'est vrai qu'aussi le rapport à l'argent et à la façon dont les gens se vendent à tous les niveaux est vraiment très, très différent, quoi. Alors nous, on n'a pas vécu aux États-Unis, on a vécu au Canada, mais c'est la même chose. C'est pareil. Si on prend par exemple le monde du spectacle, même si c'est un petit spectacle, il sera vendu au niveau des images, au niveau de la communication qui est faite de lui, de la même façon qu'un gros spectacle. On n'y verra que du feu. Oui, c'est exactement ça. Et on peut être petit, mais voir les choses en grand, et puis se structurer en ce sens. Et ça ne change pas, et au contraire, ça renforce l'image qu'on peut avoir. Donc, et je pense qu'en France, culturellement, on aime bien se faire discret, pas faire de bruit, peu communiquer, peu être visible, pour pas montrer sa richesse, pour pas montrer son succès. Alors que là, aux États-Unis, ils y vont. On peut gagner beaucoup d'argent aux États-Unis et en perdre beaucoup aussi dans le même intervalle de temps. Mais par contre, il y aura toujours cette volonté de mettre le maximum de chance dès le début, ce qu'on ne retrouve pas forcément dans les boîtes ici. Ouais. Et est-ce que c'est difficile de faire changer cette mentalité ? Là, quand tu t'occupes des entreprises, tu es là pour faire évoluer la mentalité. C'est ça. C'est pas facile parce que un dirigeant, des fois, s'est construit en 5 ans, 10 ans. Il pense c'est bon. Alors, il s'est ouvert parce qu'il en a marre. Il n'a plus de temps à lui. Il est plus innovant. Il est un peu en marge de son business. Donc, il sait qu'il faut qu'il réagisse. Après, il faut lui apporter... il reste au départ dans un modèle pragmatique où il faut vraiment essayer de lui démontrer quelque chose. Donc la difficulté pour moi, c'est de lui dire, écoute, moi je ne suis pas commercial en fait. Je suis là pour structurer tes équipes et te montrer vers quoi il faut que tu tendes. Maintenant, il faut que tu l'acceptes et il faut que tu me fasses confiance.
Parce que, encore une fois, si tu ne réussis pas, de toute façon, ça va vite se ressentir. Et puis, de toute façon, tu ne pourras pas me payer au niveau en termes de prestation de service. Donc, là, tout le monde doit y gagner. En plus, il y a souvent des arrangements financiers. Moi, je sais que je demande une participation au chiffre d'affaires à un moment donné. Donc, si je m'engage sur un chiffre d'affaires, c'est que je vais faire en sorte que ça marche. Donc, il y a l'état d'esprit qu'il faut changer. Mais en général, encore une fois, si le dirigeant a compris le concept d'une direction commerciale externalisée, en général, il se crée une relation et à partir de là, ça passe. Au final, il y a quand même beaucoup d'humains derrière ça. C'est comme tu disais, qu'une relation se crée avec toi et le patron. Et puis aussi que communiquer des idées. On aime bien utiliser ce mot-là, nous, dans ce podcast, communiquer. mais il y a quand même beaucoup de ça, au final. Oui, il faut que la personne, elle sente d'une part que tu as l'expertise et d'autre part que tu vas vraiment lui démontrer que ce que tu veux mettre en place, c'est pour son entreprise. Ouais. Et ça prend du temps. Il y a des personnes qui ont beaucoup d'expérience qui arrivent à comprendre du premier coup, des jeunes qui ne comprennent pas forcément au départ, qui pensent tout faire, mais qui se disent réellement, effectivement, c'est un métier et je n'ai pas cette capacité-là. Comme moi, je sais faire que ça, pas autre chose. Donc, automatiquement, voilà, il y a des complémentarités. Mais à partir du moment où je suis externalisé, j'apporte aussi aux employés un garde-fou entre eux et les dirigeants. Donc ça leur permet je recueille des informations que je peux partager aux dirigeants et les dirigeants se déchargent d'une responsabilité humaine qu'ils ont du mal parce que quelqu'un qui s'est forgé dans le métier de la menuiserie par exemple, c'est pas forcément inné de savoir parler à ses employés. Ouais. Surtout les forces de vente qui peuvent se montrer susceptibles. Donc là, c'est d'avoir quelqu'un externalisé qui est capable d'absorber les messages et les diffuser le lundi matin ou le mercredi durant les réunions commerciales, ça soulage le dirigeant. Donc c'est une combinaison à trouver, mais il y a une question de confiance en premier. Oui, mais tu es vraiment le lien en fait de l'entreprise au final. Même si tu es externalisé, tu es un lien. C'est ça, c'est un lien. Et au début, après, quand tu commences à bien être impliqué dans les différents business, le dirigeant a tendance un petit peu à oublier que tu es là une demi-journée ou une journée par semaine. Donc, il t'appelle un peu de temps en temps. Bon, il faut savoir jouer un peu de ça. C'est des petites boîtes, sont opérationnelles, il faut être souple, quand même, malgré tout. Mais après, oui, ça crée un manque. Alors, dans mon métier, tu peux très bien rester 12 mois, 18 mois, 24 mois, puis jamais t'arrêter. Comme des fois, tu peux être en transition, c'est-à-dire démarrer ou redémarrer une activité commerciale dans une entreprise. Et une fois que c'est structuré, tu es en transition pour donner le pouvoir à un responsable commercial qui va venir, lui, à temps plein, prendre la relève. Et là, dans ce cas-là, j'interviens beaucoup moins longtemps. Beaucoup moins longtemps dans la semaine pour faire ça. Ok. Très vite, ton rôle, est-ce qu'on peut lui donner un surnom à ce rôle-là ? Tu nous en as parlé en l'émission, est-ce que tu t'en souviens ou pas ? Je suis le meilleur ami des dirigeants. Je deviens le meilleur ami du dirigeant. Et souvent, quand je fais justement des rendez-vous, clubs d'affaires ou autres, souvent, quand ils me demandent ce que je fais, je leur dis pas le titre à rallonge. Parce que déjà, j'ai pas envie de les perdre. Donc, on essaie de trouver quelque chose d'un peu plus sympa. Et je leur dis, je pourrais être votre meilleur ami, en fait. Alors, du coup, ils cherchent. Alors, ils me proposent ma sœur. Donc, non, c'est pas ça. Et voilà. Puis après, en creusant, je leur dis, oui, je suis le meilleur ami de tous les dirigeants en général parce que je les aide à structurer leur force de vente et puis les manager leurs équipes et puis faire en sorte que ça soit plus rentable pour eux. Voilà, c'est ça un peu le surnom. Leur meilleur ami. Ça en dit beaucoup quand même des besoins des dirigeants. C'est d'abord le massage pour me détendre. Oui. C'est ça. Puis après, c'est pour ça qu'il y a des petites boules de stress qu'on fait souvent, qu'on donne pour calmer les dirigeants. C'est ça. Bon, nous, on est une agence de communication. D'accord. Et comme tu le sais. Paraît. À ce qui paraît. Et en fait, on était curieux de savoir un peu le regard des autres professionnels sur la communication. Alors du coup, ma question pour toi, c'est Laurent. Oui. Qu'est-ce que c'est que la communication pour toi ? La communication pour moi, on a combien de temps ? 2 Vous avez jours, 6 3 heures. Alors la communication pour moi, c'est le canal où on peut faire passer une idée ou un message de manière très simple, comprise par tous et le plus universellement possible. Voilà ce que je dirais. Est-ce que c'est comme ça que tu perçois la communication pour toi dans ton métier aussi ? Oui, je l'aperçois comme ça. Ouais. Ouais, en fait, la difficulté dans la communication, c'est d'arriver à faire passer un message sur quelque chose de très compliqué de manière la plus simple possible. Et venant d'éditeurs de logiciels dans des solutions très compliquées à vendre, automatiquement, tu travailles là-dessus. Parce que
autant j'ai un passé technique, autant je dois parler à des C-level, donc des gens qui sont assez haut placés dans les grosses structures, parce que mes clients, c'était plutôt des CAC 40 au départ. Et ces gens-là, ils ont que 5 minutes à t'accorder. Donc ton moyen de communication, ça reste vocal automatiquement, mais si tu n'arrives pas dans les 30-40 secondes à capter leur attention avec une phrase qui soit simple, synthétique, qui explique ton concept, tu as perdu la personne. Donc la communication, je la vois comme ça, c'est être capable de pouvoir expliquer à quelqu'un, quel que soit le concept, quelque chose de simple et de compréhensible par le maximum de personnes. Et justement, avec qui tu communiques le plus ? Est-ce que tu communiques plus avec les patrons, avec les employés ? Comment ça se... Alors, je commence toujours par communiquer avec le patron, les dirigeants. D'accord ? Mais après, très vite, je demande à être en immersion avec les équipes. Parce que, autant je suis le bras droit des dirigeants, parce que c'est la franchise que j'ai rejoint, qui porte bien son nom, autant j'ai besoin aussi de comprendre. Et donc, de me rapprocher de chaque force de vente commerciale pour comprendre comment ils fonctionnent. Donc, la communication, elle est juste derrière, en fait. Je demande systématiquement aux dirigeants, une fois que c'est fait, de préparer une sorte de petite réunion exceptionnelle et de préparer un ordre du jour et de m'introduire directement auprès des équipes en précisant ce que je vais faire. Et à partir de là, moi, je reprends la main individuellement pour communiquer avec chaque personne. Mais même si ce n'est pas forcément des commerciaux, des fois. Ça peut être la comptable parce qu'elle peut se sentir frustrée de devoir, par exemple, de moins gérer certains chiffres. Donc, l'empreinte de communication, elle est très, très importante. Je dois gagner en crédibilité, d'un côté, sur mon métier. Bon, ça, en général, avec le temps, ça va. Mais surtout, leur montrer que je ne suis pas là pour les juger ou porter quoi que ce soit atteinte à leur métier. Au contraire, c'est que je viens combler un manque de management que le dirigeant n'a pas le temps ou n'a pas envie de le faire. Donc il y a un gros travail de communication qui se fait régulièrement. Et surtout que pour moi, il est vraiment restreint parce que ça ne concerne qu'une demi-journée par semaine ou une journée par semaine, ça dépend. Le mot est efficacité. Il faut être efficace, il faut être percutant, il ne faut pas être trop cool, il ne faut pas être trop dur. Ouais. Voilà, il faut arriver à trouver un juste milieu. Et ça, comme on dit souvent, first impression last. Donc la première impression que vous donnez de vous, c'est celle qu'on va garder. Donc si c'est quelqu'un qui est brouillon, qui n'est pas clair, qui est trop technique, trop compliqué, qui est évasif, si la personne va partir avec cette image-là et elle va vous la coller et puis c'est terminé. Donc le message, la communication que vous souhaitiez faire en disant voilà, je viens pour vous aider, vous avez raté le coche. Donc c'est pour ça qu'en amont, je demande aux dirigeants d'avoir un peu de passer en revue le profil des gens que je vais rencontrer pour être sûr de ne pas me tromper quand je vais les voir, pour discuter avec eux. Parce que j'aurai pas beaucoup de temps. C'est super intéressant parce que du coup, c'est ça, t'as un one shot, quoi. C'est ça, c'est ça, et il faut être un peu physionomiste. Donc, dans le commerce, à un moment donné, on le devient parce qu'on voit un peu à qui on a affaire, si ça va matcher ou pas. Mais ça, il faut le savoir un peu en avance. Donc, le dirigeant, je vais lui demander de telle personne, comment elle est dans le travail, qu'est-ce qui la motive encore aujourd'hui, après 2 ans, 5 ans, 15 ans d'ancienneté. Son petit truc qui lui plaît bien, donc son petit hobby, son objet fétiche, par exemple. Ça peut arriver, mais d'une manière ou d'une autre, mais d'avoir quelque chose qui peut me rattacher pour que quand je vais prendre contact avec elle, pour elle, c'est un petit peu une personne étrangère qui arrive, quoi. C'est une personne étrangère qui arrive dans l'organisation. Elle va pas trop savoir si elle doit me reporter, pas me reporter. Donc voilà, il faut que les bases soient installées, mais ça, il faut que le dirigeant joue le jeu et après, moi, je prends le relais. Mais en général, ça se passe bien. Hein. Oui. Ça se passe bien. À part avec les vieux de la vieille qui ont du mal à changer leur façon de faire, mais globalement, ça se passe bien. Et tu disais que la façon dont tu communiques entre les équipes et le dirigeant avait évolué avec le temps. Oui. Est-ce que ça évolue souvent ou tu dirais qu'il y a juste un gros changement depuis que tu fais ce métier ? Non, la communication a changé avec les commerciaux, pas avec le dirigeant. Avec le dirigeant, ça se passe plutôt bien. Le dirigeant, en fait, on lui apporte la capacité de réaliser ses rêves, au final, dans mon type de poste. Parce qu'aujourd'hui, ils sont tout seuls, ils ont appris le commerce sur le tard, ils pensaient qu'ils maîtrisaient, quand ils se géraient tout seuls, ça allait à peu près. Ils ont commencé à se structurer parce qu'ils ne peuvent plus gérer. Et là, en fait, on tombe un petit peu dans la solitude du dirigeant qui se dit moi, je ne sais plus comment faire. Donc, en fait, la communication a toujours été assez bonne avec eux et ils ont tous le même objectif, c'est de pérenniser leur activité, la développer et comprendre en fait un métier qui n'est pas le leur. Ouais. Voilà. Et pour ça, tout seuls, ils ne savent pas le faire. Par contre, avec les commerciaux, de par aujourd'hui l'activité où on peut passer d'un boulot à un autre, ils ont commencé un petit peu à être beaucoup plus autonomes, beaucoup plus demandés. Donc, ce sont des gens, il faut
faut régulièrement leur rappeler qu'on n'est pas là pour leur tomber dessus, mais pour les supporter, là où il y avait plutôt un rôle directif avant. Ça a vraiment changé, ça. Donc, il faut être plutôt ménager la force de vente, alors qu'avant, il fallait plutôt lui imposer de travailler comme ça, comme ça. Aujourd'hui, ça ne marche pas. Si on impose, on a une communication trop forte et trop descendante vers le commercial, sans écouter ce qu'il lui a à dire en termes de remontée terrain et autres, la personne ne reste pas. Ouais. Finalement, ça te demande de beaucoup t'adapter aussi aux situations, ne serait-ce qu'aux personnes, aux situations, aux changements de mindset. Et puis, presque toujours d'avoir comme du recul sur les situations, finalement. En fait, la difficulté avec les petites boîtes, elle est en termes de communication, c'est de revenir à des fondamentaux. Parce que quand on travaille dans des boîtes américaines où c'est très structuré, en fait, moi, les entités françaises ne dépassaient pas 50 personnes. Donc, en soi, ce n'est pas des très grosses boîtes, mais très structurées, très formatées, très processées. Donc, aider les PME et TPE dans les concepts, le dirigeant l'accepte. Par contre, en dessous, il faut évangéliser la communication, il faut qu'ils comprennent pourquoi on fait ça. Donc en fait, on est obligé de revenir à des fondamentaux, vraiment des fondamentaux, même si la personne est là depuis 10 ans ou 15 ans et qu'elle vend très bien et qu'elle fait son chiffre, c'est pas la question. Mais il faut lui apprendre et lui expliquer en fin de compte que ce qui va changer. Et pourquoi on fait ça. Donc là, il faut revenir vraiment à des trucs basiques, vraiment très basiques, et accompagner, donc supporter en fait le commercial jusqu'à une prise de conscience et une maturité sur ce qu'il fait. Moi, je suis impressionnée des ressources humaines que ça demande. Ah oui, ça demande des ressources entre le métier qui varie d'une entreprise à une autre. Ouais. Mais bon, le commerce, c'est un tronc commun. Il n'y a pas de règle absolue du succès, ça serait bien. Mais déjà, il y a toujours des fondamentaux qu'il faut avoir. Donc du coup, ces fondamentaux, faut les mesurer, comprendre pourquoi ça ne marche pas. Et en fait, aussi un point fort dans ce métier, c'est d'être capable de pas uniquement de dire à un commercial, tes chiffres, ça va pas. C'est de comprendre pourquoi ça ne va pas. Et pour ça, il n'y a pas 36 façons. Il y a des process qui permettent de vérifier à quelle étape du cycle de vente, par exemple, lorsqu'on vous vendez quelque chose, il y a la personne qui vous appelle pour une demande de renseignement et puis jusqu'au moment où vous allez signer le devis. Donc ça s'appelle le cycle de vente. Ouais. Et ce cycle de vente-là, il y a des commerciaux qui sont plus à l'aise pour aller pour ouvrir une porte et proposer un produit. Par contre, ils vont être très mauvais pour la négociation. Et puis, il y en a qui vont être très bons pour la négociation et très mauvais pour parler du produit. Donc, en fait, ça rentre dans des étapes de vente. Et il faut arriver à trouver rapidement à quel moment, par exemple, leur donne bloc, par exemple, à cet endroit-là. Et donc, là, je vais plutôt que de te dire fais ça, on va s'asseoir, on va essayer de comprendre pourquoi ça bloque là. Est-ce parce que tu as une timidité? Ça peut arriver. Il y a des commerciaux qui ne sont pas à l'aise dans certains cas de figure. Est-ce que c'est le montant? Moi, très souvent, j'ai eu par le passé des commerciaux qui, psychologiquement, dès qu'ils dépassaient des chiffres, des montants à 6 chiffres, ne savaient plus vendre. Ils étaient tétanisés pour faire des devis à 1,5 million, 2 millions, alors qu'en dessous de 100 000, ils étaient à l'aise. Ouais. Donc ça, c'est des phénomènes qu'il faut mesurer. Et dans un process de vente, comprendre pourquoi l'opportunité ne se signe pas. En fait, c'est parce que des fois, il est bloqué sur une étape, le commercial, et psychologiquement, il n'arrive pas à passer cette étape-là. Alors qu'il est capable de le faire. C'est juste un accompagnement. Donc c'est là où la notion de support est très importante. Les gens ont des blocages et tu es là pour les aider. C'est ça, exactement. À passer au-delà, quoi. Extrêmement intéressant. J'adore J'adore cette émission. Ouais, on est d'accord. Mais on se rend compte au final que la communication, elle est au cœur de tout ce que tu fais. On dirait que j'essaie de vendre notre podcast. C'est vrai. Mais on comprend bien que oui, c'est un outil majeur. C'est ça. La communication, elle est importante, mais il faut derrière qu'il y ait des process de vente. Oui, c'est ça. Tu ne peux pas communiquer s'il n'y a pas de base. Il faut qu'il y ait des outils qui existent, ce qu'on appelle un CRM, donc un outil de relation client. Oui. C'est qui est très, très important. Et d'ailleurs, il y a tout une politique commerciale qui en découle. Après, la communication, elle est aussi un petit peu de répéter régulièrement les mêmes choses pour que ça devienne naturel et que les personnes comprennent pourquoi on fait ça. Oui. C'est ça la difficulté. Un commercial A peut comprendre en 10 minutes une fonction et puis son collègue va mettre 2 jours. Ou pas du tout d'ailleurs, s'il ne veut pas. Mais en fait, la difficulté, là, donc la communication, elle est tout le temps, en permanence, pour revenir à des process de vente, parce que sans process de vente, ça n'avance pas. Et oui. Et on veut que ça avance. Et on veut que ça avance.
Et on va avancer dans notre émission Eh ben, avançons. avec ce petit jeu, ce petit happening. Ti, 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 ti. Dans ma main, je tiens 2 cartes. Oui. Derrière chaque carte se Il y a un trouve chèque. une citation. Ça aurait été Ça si serait bien. Une citation. Je te propose de choisir une des 2 cartes pour découvrir la citation de la semaine. Alors, Tu peux nous la lire Bien et sûr. puis nous dire ce que ça t'évoque. la communication est un outil puissant qui peut transformer une idée en action, un groupe en une équipe soudée et une entreprise en une force de changement. Voilà. C'est Sheryl Sandberg, directrice des opérations de Facebook. Rien que ça. Rien que ça. Facebook, C'est tout. quoi C'est une marque de livres Oui, c'est ça. Avec des visages dedans. C'est vrai. Et qu'est-ce que ça m'inspire ? Ouais. C'est effectivement ce qu'on disait depuis tout à l'heure, c'est que si tu n'as pas de communication, et si tu n'as pas la bonne communication, parce que c'est pas tout d'avoir une communication, mais si je te crie dessus toute la journée, je communique et pourtant je te ferai pas avancer. Donc oui, la communication, c'est un outil puissant. Et ça se maîtrise, et effectivement, on peut faire des prouesses rien qu'en donnant quelque chose de adapté, pertinent à son interlocuteur. Je suis d'accord. Je valide. Valide. Je vais appeler Sheryl là, pour dire que c'est bien ce qu'elle a fait. Ok. Elle a bien bossé. Bah, on a son numéro, justement. Eh ben, ça tombe très bien, Sheryl, hier. Très bien. À tous nos invités, on leur demande de venir avec un objet. Oui. C'est le deuxième happening. Le deuxième happening. L'objet qui leur sert pour communiquer. Est-ce que tu nous as ramené quelque chose ? Oui, j'ai de la chance en plus parce que je l'ai tous les jours sur moi. C'est mon cerveau. Alors, il n'est pas toujours allumé par contre, je précise. Mais oui, mon objet, je dirais, c'est mon cerveau. Ouais, parce que ça peut aider pour la communication déjà. Et puis, je pense que c'est la plus belle arme aussi qu'on puisse avoir, le cerveau. Entre autres pour la communication, mais ça peut remplacer pas mal de choses. Et on peut tuer avec la communication, on peut tuer avec un cerveau également aussi. Donc, où on peut aider les gens à se surpasser avec son cerveau. Pourquoi le négatif tout de Non, suite ? mais parce qu'en fait, je dis ça parce que souvent, on considère que les plus grands meurtriers sont des gens qui ont une grenade ou une kalachnikov dans les mains. Et l'histoire nous a montré que pas tant que ça, parce qu'il y en a qui ne maîtrisaient pas les armes, et pourtant, avec leur cerveau, ils faisaient des trucs de dingue, à changer des populations ou tuer des ethnies entières. Donc c'est pour ça que le cerveau, ça reste quand même avant tout quelque chose d'immense et surdimensionné pour ce qu'on en fait aujourd'hui. Ça devient un autre podcast, là. C'est ça. D'accord, c'est ça. Alors voilà, c'est pas grave, j'ai comment. Ouais, non, mais en tout cas, voilà, mon objet, c'est le cerveau, parce que je pense que c'est l'élément essentiel pour la communication, entre autres. Oui. De toute façon, on s'est bien rendu compte jusque-là dans le podcast que sans ton cerveau, avec toutes les capacités de communication, d'adaptation, de communication en plusieurs langues, de parler aux équipes, aux dirigeants, aux commerciaux, tout ça, sans ton cerveau, en fait, ça serait compliqué. C'est ça. En fait, il faut temporiser tout le temps. C'est un métier super intéressant parce qu'on apprend d'autres métiers. Moi, je passe du sportif à l'esthéticienne, au créateur de murs végétales. Donc c'est génial. Par contre, ça te demande de l'énergie, de l'adaptation et une communication adaptée entre chaque et temporiser un petit peu les émotions de chacun et de chacune parfois. Donc ça te demande beaucoup d'adaptation. Ouais. Oui, c'est clair. Mais c'est super, c'est ça qui me plaît. C'est pour ça que j'ai quitté mon métier d'informaticien d'informatique très carré, très binaire, pour quelque chose d'un peu plus vivant, où la communication prend plus de place que j'ai pu avoir par le passé. Au final, il n'y a pas une journée qui se ressemble pour toi. Non. Il n'y a C'est pas une trop journée. C'est trop bien, oui, c'est trop bien. C'est fatigant des fois, mais c'est trop bien. Non, si, c'est super, c'est super. Chaque journée est différente. Et puis, on rencontre des problématiques différentes, des gens différents, qui ont des attentes différentes. Après, dans une entreprise, sans faire plusieurs entreprises, tu rencontres plein de choses intéressantes. Quand tu gères des commerciaux, il y a des choses super intéressantes à voir. Là où sont leurs limites, comment je vais pouvoir faire en sorte qu'ils se surpassent parce qu'ils ont la capacité de le faire, c'est juste qu'ils ont un blocage entre eux et eux. Donc ça, c'est intéressant de trouver les mots qui vont lui un petit peu débloquer ça. Donc ça, c'est top. Alors après, démultiplier sur le nombre d'entreprises, c'est encore génial, encore plus intéressant. C'est clair. Mais voilà, j'ai mon objet qui est fatigué parfois. Tu m'étonnes. Une bonne nuit de sommeil. C'est ça. Alors, moi, j'ai une entreprise, j'ai besoin d'aide, comment je fais pour te contacter ? C'est une bonne question, ça. C'est une bonne question. Alors, tu m'envoies un pigeon voyageur. Ouais. Voilà. Ça se fait encore ? Ça arrive, il faut en avoir beaucoup. Ok. Il faut aller directement soit sur Google, en tapant direction commerciale externalisée partagée, je devrais apparaître en Seine-et-Marne.
D'accord, ça, c'est déjà référencé. Ou sinon, aller sur bras-droit-des-dirigeants.com et puis rechercher sur sa région une direction commerciale externalisée. Très bien. Et ça tombe Facile. directement sur moi, facile. Ou sur LinkedIn aussi. Et puis, Ok. tous les liens sont dans la description du podcast. Donc, comme ça. Et tous les liens sont dans la description. Voilà, et très bien. Je viendrai avec mon plus beau sourire et mon objet voilà, pour essayer de faire quelque chose, si je peux, avec vous. Avec tout ça, on a Oui. parlé com, on a parlé de ce que tu fais au quotidien. Oui. Si tu devais résumer la communication en un seul mot, oh là là, En un seul mot, Ouais. quel serait ce mot? partage. Pourquoi? Ça fait 2 questions là. C'est vrai. En fait, pourquoi ? Pas parce que je pense que la communication. Enfin, moi, je le vois au quotidien. Je partage mon expérience. Hmm. Elle vaut ce qu'elle vaut. Elle n'est pas parfaite. Mais à côté de ça, je trouve que si j'avais communiqué pas plus je communiquais pas avec les gens, il serait très possible de partager mon expérience. Donc, je trouve que j'assimile assez bien la communication à du partage. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Laurent. C'est déjà fini. C'est déjà fini. Oh, Et oui. ça passe vite. Ça passe super vite. Merci à vous. Et puis, j'espère qu'on aura d'autres occasions d'échanger sur d'autres sujets C'est clair, de partager. De Oui. partager. et de partager. Ouais. Mais merci beaucoup pour ta disponibilité, pour avoir répondu à toutes nos questions et d'avoir partagé tout ça avec nous. Si toi aussi qui nous écoutes, tu souhaites partager ce podcast, nous dire quel est ton mot préféré pour décrire ce que c'est que le mot communiquer, n'hésite pas à communiquer ta réponse dans les... Partager ta réponse. ou partager ta Ouh. réponse dans les commentaires de ce podcast. Oui, et si tu as des questions pour nous ou pour Laurent, n'hésite pas non plus. On est là. On transfère toutes les questions. Donc, encore une fois, merci Laurent Merci Laurent. d'être venu, d'être Merci resté à jusqu'au vous. bout. Super podcast et puis à refaire. Exactement. Avec plaisir. Et ben nous, on se retrouve jeudi prochain à 18h pour un nouvel épisode de Autour de la com. Tilili. Bye.